Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui la luxation congénitale de la hanche, communément appelée maladie luxant de la hanche actuellement. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'une luxation congénitale de la hanche? Eh bien, c'est une anomalie de positionnement de la tête fémorale au niveau du cotyle qui se traduit par une dislocation partielle ou complète de la hanche. Elle est due à quoi? Eh bien, c'est la conséquence d'une anomalie de développement anténatal, j'insiste sur l'anténatal de la hanche, qui se manifeste à la naissance par une instabilité de cette articulation et rarement par une luxation vraie. Le terme luxation congénitale de la hanche a été supprimé. Elle a été rebaptisée maladie luxante ou dysplasie luxante. En fait, pourquoi le mot congénital a été éliminé? Eh bien, parce que tous les cas ne sont pas diagnosticables à la naissance et certains, c'est au cours de l'évolution que la hanche se luxe. Une hanche peut être donc cliniquement normale à la naissance et se révéler secondairement par une dysplasie de la hanche. Du point de vue éthiopathogénique, quels sont les facteurs qui peuvent causer cette luxation de la hanche? Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Commençons par les facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs constitutionnels. Des facteurs endogènes propres, ce sont des facteurs propres à la hanche. La première pathologie, c'est la dysplasie acétabulaire. Qu'est-ce qu'une dysplasie? Si on comprend la dysplasie acétabulaire, on comprendra le mécanisme de la luxation. Une hanche normale, c'est ça. C'est une tête à l'intérieur d'un cotyle avec un cotyle creusé parfaitement et couvrant une bonne partie de la hanche. Une dysplasie de la hanche, c'est un cotyle plutôt plat, peu creusé ou pas creusé du tout, et donc la tête est parfaitement découverte. Et ça, le fait qu'elle soit découverte, elle peut la faire luxer. Comment mettre en évidence cette dysplasie de la hanche? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un angle alpha, il y a un angle acétabulaire à calculer. On voit bien là qu'il y a un point E, c'est le point le plus externe du cotyle. Eh bien, ce point E, grâce à une ligne, nous permet de tracer un angle. C'est ce qu'on appelle l'angle alpha, un angle acétabulaire. C'est un angle de couverture de la tête. C'est l'angle de couverture de la tête. Cet angle est un angle fermé, on le voit bien, parce que la tête est bien couverte et le cotyle est bien creusé. Quand le cotyle n'est pas creusé, qu'il est plutôt plat, cet angle est très ouvert et l'angle est très augmenté. Donc, toute augmentation de cet angle alpha traduit une dysplasie acétabulaire qui est sujette à une luxation de la hanche. Donc, le premier facteur était la dysplasie acétabulaire. Le deuxième facteur, c'est l'excès d'antéversion fémorale du col. On peut l'assimiler à une rotation externe du fémur. Comment l'expliquer? On sait très bien que le col du fémur, à l'état normal, ça c'est une hanche normale, à l'état normal, il y a un angle d'antéversion, n'est pas dans le même plan que la diaphyse fémorale, il y a un angle d'à peu près 15 degrés, un angle d'antéversion fémorale. Ceci permet à la tête quand même d'être bien couverte sur une bonne partie, et il n'y a qu'une petite partie qui va être découverte. Mais si cet angle est augmenté, l'angle d'antéversion fémorale, s'il est augmenté, eh bien, la tête va être plus découverte. Le fait qu'elle soit plus découverte, ça va être sujet à une luxation de la hanche. Donc, l'excès d'antéversion fémorale est un facteur de risque de la luxation de la hanche. Le troisième facteur, c'est l'hyperlaxité ligamentaire. C'est une perturbation génétique du tissu conjonctif et donc les tissus, les ligaments sont hyperlaxes et donc forcément une tête fémorale va être mobile à l'intérieur du cotyle. Ça, c'était les facteurs endogènes. Passons aux facteurs exogènes. Pour parler de facteurs exogènes, ça nécessite une réflexion. Il faut savoir qu'en réfléchissant, il faut savoir qu'une hanche en adduction est une hanche à risque, avec un risque de luxation. Alors qu'une hanche en abduction est une hanche parfaitement centrée et qui ne se luxe pas. Partant de ce principe, allons voir quels sont les facteurs exogènes à la hanche qui peuvent engendrer cette luxation. Ce sont des facteurs extérieurs à la hanche. Les premiers facteurs, ce sont les facteurs intra-utérins. Une posture luxante, une position de siège va induire, si la position de siège
met la hanche en adduction, eh bien ça va être une posture luxante. Si la position de siège, les hanches sont en abduction, il n'y aura pas de risque de luxation. On le voit ici très bien, il y a les postures luxantes chez le fœtus. Eh bien, réfléchissons à l'adduction et l'abduction. Ces deux positions mettant les hanches en abduction, il n'y aura pas de risque de luxation, alors que celle-ci, si. Le deuxième facteur, donc là, on a dit la position de siège, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est un appui direct sur le gros trochanter, c'est-à-dire, par exemple, une prémipare, un petit bassin. Eh bien, quand le bassin va appuyer directement sur le grand trochanter, il peut pousser la hanche et la luxer. Le troisième facteur, c'est la faible résistance de la capsule et du limbus. Cette faible résistance, forcément, va engendrer une luxation de la hanche. Ça, c'était les facteurs intra-utérins, quand le fœtus est à l'intérieur de l'utérus. Il y a des facteurs postnataux, après la naissance. Il faut savoir que le langeage en quille, le langeage de nos grands-mères qu'on voit ici, est à abolir. Il ne luxe pas la hanche, certes, bien que, mais il s'oppose à toute réduction spontanée possible. Contrairement à la position en abduction, les ports de bébé jambes écartées, puisque les jambes sur le dos des mamans, étant donné que la hanche sera en abduction, eh bien ils évitent toute luxation. C'est pour ça qu'on a remarqué que certaines ethnies africaines, il n'y avait aucune luxation de la hanche. Pourquoi? Eh bien parce que le bébé porté est en abduction sur le dos de la maman. Même s'il y a une dysplasie de la hanche, donc avec un cotyle peu creusé, le fait qu'il y ait une abduction de la hanche, qu'est-ce qui se passe? La tête est à l'intérieur et elle-même, elle va toute seule creuser progressivement ce cotyle et ça va éviter la luxation. Parlons des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? On va les déduire parfaitement. Il y a des facteurs d'appui tels que la prémiparité. Quand c'est une prémipare, premier bébé, le bassin est très petit. Il va y avoir un appui direct sur le trochanter. Un gros poids de naissance, supérieur à 4 kg, il y aura un appui direct aussi. Une présentation de siège, ce sont des postures luxantes. La gémilité, s'il y a deux fœtus à l'intérieur de l'utérus, forcément il y aura moins de place et forcément il y aura un appui direct sur le grand troc. Les deuxièmes facteurs sont les facteurs génétiques. Il a été remarqué que le sexe féminin faisait plus de luxation de la hanche, avec des antécédents familiaux. Il y a des familles à luxation de la hanche. Troisièmement, toute malformation associée. En fait, c'est pour ça que dès qu'il y a un bébé qui naît avec un pied-beau, par exemple, on le voit ici, avec un pied-beau varus-séquin, ou bien avec une polydactylie, avec un torticolis, et automatiquement, on examine les hanches parce qu'il y a un risque de luxation. Donc, toute malformation associée, il faut examiner les hanches. L'origine géographique, en France c'est la Bretagne, mais l'origine géographique, nous c'est plutôt l'ouest algérien, plutôt l'extrême ouest dans la wilaya de Tlemcen. L'examen clinique. Que dire sur l'examen clinique? Il y a ces circonstances dans lesquelles il faut examiner les hanches, les antécédents familiaux, présentation de siège, césarienne, un oligohydroamnios, une HTA maternelle, un retard de croissance intra-utérin, la prémiparité ou la gémellité, le gros poids de naissance, toute malformation telle qu'un pétalus et torticolis. On va voir la limitation de l'abduction, la fille, l'ethnie, on en a parlé, et toute malformation quelle qu'elle soit. Quels sont les examens cliniques? Quels sont les gestes à faire lors de l'examen clinique? Deux signes fondamentaux. Il y a l'insuffisance d'abduction et l'instabilité de la hanche à rechercher. Voilà les deux signes au début à rechercher avant l'âge de 4 mois. Eh bien, commençons par l'inspection. Devant tout bébé, le premier geste, c'est l'inspection. Regardez cet enfant, comment il gesticule, est-ce que c'est symétrique, est-ce qu'il est spontanément en abduction, ce qui serait une position normale, en abduction et en flexion, ce qui est tout à fait normal, est-ce qu'il y a une asymétrie? Donc, toute asymétrie signe une pathologie. Par exemple, une hanche, là, la gauche, elle est en flexion, en abduction, ce qui est tout à fait normal, mais la droite est plutôt en adduction et elle est plutôt rectiligne. Ça, c'est une hanche droite à risque, une hanche pathologique. Donc, la première des choses, c'est la gesticulation et les attitudes spontanées. La deuxième des choses, c'est rechercher l'abduction en faisant une abduction active. On a vu l'abduction spontanée, donc à l'inspection. Et là, on va faire l'abduction active. Il y a deux catégories et deux gestes à faire. La première des choses, c'est l'angle rapide. Un angle rapide, on prend
Là, on met la hanche en flexion, le genou en flexion, on empaume parfaitement la hanche et on fait une abduction rapide. Ce volet doit être situé entre 40 et 65 degrés. Il traduit le tonus des adducteurs. Donc, s'il arrive à 65 degrés, entre 40 et 65, c'est normal, mais s'il est diminué, c'est pathologique. Ça, c'est l'angle rapide. Puis, après ce volet rapide, on prend un peu plus de temps et on fait un angle lent, c'est-à-dire une amplitude maximale, et on essaie de ramener au maximum la hanche, la hanche et la jambe presque jusqu'à la table, puisque l'angle se situe entre 70 et 85 degrés. Il traduit la rétraction des adducteurs. Si donc il est diminué, ça veut dire que ces adducteurs sont très rétractés et il y a une limitation de l'abduction. Donc, la limitation de l'abduction, comme on le voit ici, à droite, ici et là, est un signe qui doit nous faire réfléchir et doit nous faire rechercher un ressaut ou une instabilité de la hanche. C'est ce qu'on va faire maintenant. La recherche de l'instabilité, c'est un signe direct. On recherche soit un ressaut ou un piston. Il y a deux manœuvres à faire, la manœuvre de Barlow et la manœuvre d'Ortolani. La manœuvre de Barlow est une manœuvre examinant une seule hanche, en stabilisant le bassin. La manœuvre d'Ortolani examine les deux hanches en même temps. Commençons par la manœuvre de Barlow. La manœuvre de Barlow, on empaume le fémur, on met la hanche en flexion, le genou en flexion, et on fait des mouvements de pronosupination pour luxer ou réduire la hanche. Donc on voit bien ici pour luxer ou réduire la hanche. Cette instabilité donc, est recherchée de façon unilatérale. Contrairement à la manœuvre d'Ortolani, où elle se fait en deux temps, les deux hanches en même temps, le premier temps étant une adduction de la hanche, puis la manœuvre d'Ortolani en elle-même, c'est ce mouvement d'abduction bilatérale. Donc c'est une hanche on cherche à réduire cette hanche si elle est luxée. Dans les deux cas, il y a des résultats. Quels sont les résultats? On va soit trouver un ressaut franc, c'est-à-dire que la tête, quand elle va franchir ce limbus, on va trouver un ressaut, un accrochage. C'est-à-dire que c'est comme le clip, c'est comme un clip qu'on est en train de passer. Le ressaut peut être franc, il peut être émoussé, si ce limbus est un petit peu émoussé. Ou bien s'il n'y a pas de limbus du tout, il peut y avoir carrément un piston avec quelque chose qui monte, une hanche qui monte, qui descend. La hanche peut être en place, mais luxable. Ça, c'est la première situation. Donc, première situation, hanche en place, luxable. Nous, on arrive à la luxer. La deuxième situation, c'est une hanche luxée. Elle est à l'extérieur, donc elle est luxée, mais elle est réductible. On arrive à la faire entrer à l'intérieur du côté. Hanche luxée, réductible. La troisième situation est une hanche luxée, irréductible. Elle reste à l'extérieur, il n'y a rien à faire. À côté de cela, il y a des signes indirects. Des signes indirects. Le premier signe indirect, c'est le raccourcissement de la cuisse. Mais en fait, si la hanche est luxée, et en général elle est luxée en postérieur, eh bien forcément, la cuisse paraîtra plus courte. Et donc, quand on va tracer, on va mettre la hanche en flexion et le genou en flexion, la hauteur des genoux ne sera pas la même. La hanche luxée, la cuisse sera plus courte. Et cette différence de hauteur est le signe de Galeazzi. Il y va sans dire qu'il est présent et évident en cas de luxation unilatérale, mais il peut être absent en cas de luxation bilatérale, puisque les deux cuisses seront raccourcies et donc il n'y aura pas d'inégalité. Le deuxième signe, ce sont les plis cutanés. Quand une hanche est luxée, eh bien, le raccourcissement fait qu'il y a apparition de plusieurs plis à ce niveau. Et donc, par exemple, alors les plis qu'on doit examiner, ce sont les plis inguinaux. En postérieur, les plis fessiers et les plis poplités. Les plis inguinaux peuvent être augmentés en nombre. On le voit ici, là il y en a deux, ici il y en a un seul. En nombre, peuvent être augmentés en longueur, comme on le voit ici. Là, celui-là il est court et là il est beaucoup plus long. Ils peuvent être augmentés en profondeur. Là, on le voit très bien, il n'est pas très profond le pli inguinal droit, mais là il est très profond. Il y va sans dire que là où il y a le plus de plis, c'est là où il se situe la pathologie. Le pli fessier également. Quand on a un pli
fessier qui est plus long que l'autre, eh bien c'est là où se situe la pathologie. Donc il y va sans dire que c'est à gauche. Le pli poplité, eh bien c'est un pli poplité qui va être plus haut que la hanche normale. Quand un pli est ascensionné, parce que la cuisse est plus courte, on voit bien là que la cuisse est plus courte que celle-là. Quand il y a une cuisse plus courte, le fait que le pli poplité soit ascensionné, ça signe la pathologie. Le deuxième signe indirect, c'est la rétraction des ischio-jambiers. En fait, quand une cuisse est plus courte, les ischio-jambiers sont forcément plus courts. Et s'ils sont plus courts, quand on essaye de faire une abduction, on n'arrivera pas à faire une abduction complète. Donc, une asymétrie des angles poplités, c'est-à-dire si cet angle, si par exemple à droite, il est bon, mais à gauche, il est diminué. Cette diminution signe la pathologie. Après l'âge de 2 mois, c'est très différent. Entre 2 et 4 mois, c'est déjà pas sûr, mais au-delà de 4 mois, c'est sûr. Après l'âge de 2 mois, donc, il ne faut pas tout rechercher. C'est-à-dire l'instabilité et le ressaut, il est plus difficile à mettre en évidence. On peut le voir entre 2 et 4 mois, mais au-delà de 4 mois, c'est très improbable. Il faut se contenter d'une limitation de l'abduction, comme ici, d'un signe de Galeazzi et d'une diminution de l'angle poplité. Ces 3 signes signent la luxation de la hanche. Quels sont les examens complémentaires à demander? Le premier examen, qui est un examen non invasif, c'est l'échographie. Il est fait surtout pour le dépistage précoce avant l'âge de 4 mois. Il nécessite un bon radiologue et il va se faire en passif et en actif. En actif, le radiologue va bouger la hanche, donc en dynamique, il va mettre en évidence une luxation, c'est-à-dire lorsque la hanche est bougée, eh bien, il va y avoir une luxation. Ce qui est passif, c'est qu'il va analyser la portion cartilagineuse de la dysplasie de la hanche et il pourra même vous calculer un angle alpha, mais du point de vue cartilagineux. Quels sont les avantages de l'échographie par rapport à la radiographie avant l'âge de 4 mois? C'est-à-dire pourquoi on est obligé de demander avant l'âge de 4 mois une échographie et pas une radiographie? Eh bien là, on a explicitement une radiographie avant l'âge de 4 mois. Ce qui est noir, c'est ce qu'on voit à la radiographie. Ce qui est hachuré, c'est ce qui est invisible à la radiographie. D'accord? Alors on voit ici à droite une hanche normale, d'accord? Et à gauche, une hanche dysplasique. On voit bien que le cotyle est ouvert et avec une subluxation. Mais radiographiquement, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on fait une radio avant 4 mois, on verra ce qui est noir et donc on ne décèlera pas la pathologie, d'où l'utilité de l'échographie. La radiographie, il faut faire un cliché de face strict selon les règles que vous connaissez, c'est-à-dire de face stricte, sans rotation, avec la ligne verticale passant par les apophyses épineuses qui doit traverser la symphyse pubienne. Les ailes iliaques doivent être symétriques de part et d'autre de cette ligne. Les trous obturateurs doivent être symétriques. La ligne des Y, là c'est le cartilage en Y, la ligne des Y doit traverser la dernière pièce sacrée qu'on voit ici. Ça, ce sont des règles. Et bien sûr, pas de rotation, les rotules doivent être au zénith, pas de rotation ni interne, ni externe. Quels sont les éléments à rechercher sur une radiographie? Eh bien, quand on a une radiographie, il faut qu'on ait en tête ces 3 points. 1, 2 et 3. Le premier point, c'est, on va rechercher, est-ce qu'il y a des noyaux d'ossification? Rechercher l'apparition de ce noyau ou un retard. Il faut savoir que le noyau d'ossification apparaît entre l'âge de 2 et 4 mois, entre 2 et 4 mois, pouvant aller jusqu'à 3 à 6 mois pour le garçon. Il y a un peu plus de retard par rapport à la fille. Mais au-delà de 3 à 6 mois, s'il n'y a pas de noyau d'ossification, c'est qu'il y a un retard d'apparition. Donc la première des choses, c'est l'apparition des noyaux d'ossification. Une fois qu'on a trouvé ces noyaux, il faut voir quelles sont la situation de ces noyaux. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de la cavité ou non? Puis en troisième lieu, on va analyser ce cotyle que vous voyez ici. Là, ce cotyle. On va rechercher une dysplasie. Parce que même si la tête est en place, les noyaux sont en place et qu'il y a une dysplasie de la hanche, ça veut dire qu'il y a la maladie luxon et qu'il y a un risque de luxation. Avant l'apparition des noyaux d'ossification, on va faire une construction de putti. Putti pour les petits, comme je dis toujours. La construction de putti est à utiliser quand il y a absence d'apparition du noyau d'ossification. C'est une ligne verticale qui est tangente au col, qu'on trace de façon tangentielle au col, et qui doit traverser le toit du cotyle dans sa moitié interne.
comme on le voit ici, dans sa moitié interne. Si cette ligne le traverse plutôt en externe, si elle s'externise, si elle va vers plutôt le côté externe, eh bien ça veut dire que la hanche, elle est luxée. La deuxième construction, c'est en cas d'apparition des noyaux d'ossification, des noyaux épiphysaires. En cas d'apparition des noyaux, comme on le voit ici, on passe à la construction d'ombre dalle. C'est quoi cette construction? On va tracer des lignes. La première, c'est la ligne des Y, qu'on voit ici. Ça, c'est le cartilage en Y, qui est transparent. Ça, c'est le cartilage en Y. On va tracer cette ligne des Y. Puis, on va tracer deux lignes verticales, passant par le point E du cotyle, le point le plus externe du cotyle, qu'on voit bien ici. Ça va nous délimiter 4 cadrans. Nous, on va chercher là où se situe le noyau d'ossification, et il faut qu'il soit situé dans le cadran inféro-interne. Donc, s'il est dans le cadran inféro-interne, la hanche est normale. S'il est situé en dehors de ce cadran, comme on le voit ici, c'est une hanche luxée. À un âge plus avancé, ce ne sera plus des noyaux d'ossification et un traçage de putti. On va rechercher plus communément un cotyle déshabité, ça c'est un cotyle qui est vide. On va rechercher une rupture du cintre cervico-obturateur, on va le voir. Et on va toujours analyser la dysplasie acétabulaire. Quelle est cette rupture du cintre cervico-obturateur? Eh bien, on voit ici, dans une hanche normale, il y a un cintre, c'est vraiment comme ce cintre-là, entre le col du fémur et le trou obturateur. En cas de hanche luxée, ce cintre, au lieu, comme on le voit ici, au lieu de se continuer parfaitement en cintre, il va être rompu, rupture. D'accord? Cette rupture du cintre cervico-obturateur signe la luxation. Puis on va chercher la dysplasie acétabulaire avec ce fameux angle alpha. Il y a des règles à connaître. C'est qu'à la naissance, on a 35 degrés, cet angle alpha est de 35 degrés, donc il est très ouvert. Et il va diminuer progressivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, si à la naissance il a 35 mois, il diminue de 2 degrés par mois. Il faudra bien sûr analyser l'angle acétabulaire en fonction de l'âge de l'enfant. Une dysplasie de la hanche, c'est une augmentation de cet angle acétabulaire. Quand il y a une augmentation de l'angle, c'est une dysplasie. Le U radiologique, passons en dernier au U radiologique de Callot. En fait, ce U radiologique, il signe quoi? Il signe tout simplement qu'une hanche a déjà habité ou non la cavité cotyloïdienne. Il faut savoir que quand une hanche habite un cotyle, les frottements entre la tête fémorale et le fond du cotyle va faire apparaître ce trait externe. La branche externe d'un U, ça c'est un U, d'accord? Et il va faire apparaître la branche externe de ce U. Cette branche externe, si elle est présente, ça veut dire que la tête a habité le cotyle, puis elle s'est luxée. Et si cette branche externe est absente, eh bien on va dire que la tête n'a jamais habité le cotyle, parce qu'elle n'a jamais frotté. Prenons un exemple. Ça, ce sont des noyaux d'ossification qui sont situés dans les cadrans inféro-externes, et donc c'est une luxation bilatérale. En traçant la ligne de Putti, on va voir que à droite, c'est dans la moitié interne, et qu'à gauche, elle le traverse carrément sur les iliaques. Donc c'est une luxation gauche. On le voit très bien. Idem, c'est une tête, ce sont des têtes en place. Là, nous avons une luxation bilatérale à l'âge de la marche. Passons au traitement, le dernier volet du cours. Quels sont les éléments capitaux du traitement? En fait, le traitement a 3 priorités. Il faut premièrement faire une réduction, mais il faut que la réduction soit concentrique, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun obstacle. Parce qu'on peut réduire une hanche, mais avec un obstacle qui peut rentrer, l'excès de la capsule peut rentrer à l'intérieur. Donc, le principe, c'est une réduction concentrique. La deuxième priorité, c'est la stabilité. Il faut que la hanche mobilisée il faut que la hanche puisse être mobilisée sans qu'elle puisse être reluxée. Donc, on va premièrement réduire, deuxièmement stabiliser, et la troisième priorité, c'est qu'il faut traiter la dysplasie, parce que sinon, l'enfant va être sujet à une reluxation. Les traitements orthopédiques, il y va sans dire que ça va être tout moyen permettant de mettre une hanche en flexion à 90, une abduction à 70 avec une rotation neutre. Ça, ce sont une hanche en fléchie en abduction et une hanche en place.
Donc, quand l'enfant est petit, on va mettre un longeage en abduction. Si l'enfant est un peu plus âgé, on mettra des culottes d'abduction. Les culottes d'abduction, il y a un coussinet au centre avec des bretelles. C'est pour un enfant un peu plus âgé, le nouveau-né, longeage en abduction. La deuxième technique, c'est le harnais de Pavlik. Le harnais de Pavlik, c'est un harnais à mettre en cas de limitation de l'abduction. Parce que si l'enfant présente une limitation de l'abduction, on aura beau mettre un coussinet ou mettre un longeage, eh bien, il ne pourra pas y avoir une limitation de l'abduction. Qu'est-ce qu'on fait? On met un harnais de Pavlik et on va faire une abduction progressive. Troisième moyen, ce sont les attelles d'abduction de petits. Quand l'enfant est un peu plus âgé ou après un traitement orthopédique, on peut mettre ça, la attelle de petit, l'attelle à hanche libre, pour permettre une abduction complète et laisser l'enfant mobile, avec des hanches parfaitement mobiles. Il y a le traitement, ça c'était le traitement en ambulatoire, donc chez eux. Il y a aussi le traitement orthopédique en hospitalisation. Eh bien, il faut savoir qu'il y a deux tractions qu'on peut faire. La traction au zénith quand l'enfant n'a pas encore marché et la traction dans l'axe quand l'enfant a déjà marché. La traction au zénith avant l'âge de la marche, c'est pour respecter le fléchon physiologique parce qu'avant l'âge de la marche, un bébé est en fléchon physiologique. Donc on met une traction au zénith. Si l'enfant a marché, il a déjà perdu sa flexion physiologique avant la marche et donc il est en extension et on va faire une traction dans l'axe. Il y a les trois phases. La première phase où on abaisse la tête, la tête fémorale. La deuxième phase où on commence l'abduction pour recentrer, c'est la phase de recentrage, on la met en face. Et la troisième phase où on commence à diminuer le poids, c'est pour faire pénétrer cette tête à l'intérieur du côtier. Le traitement chirurgical, avec tout ce que vous voyez ici, c'est un traitement qui reste barbare. Et c'est un traitement qui ne doit être utilisé qu'en cas d'échec d'un traitement orthopédique. Le meilleur traitement reste le traitement orthopédique de la luxation de la hanche. Je dirais mieux, si on arrive au traitement chirurgical, c'est un échec de la prise en charge. Quelles sont les indications? On va faire très simple. Avant 4 mois, en cas de hanche luxable, c'est-à-dire en place, mais qu'on arrive à luxer. Soit on fait une simple surveillance, mais moi je conseille toujours un traitement orthopédique en ambulatoire. On met un longeage, c'est-à-dire elle est en place, mais on arrive à la luxer, donc elle est instable, autant traiter. On met un harnais de Pavlik, un longeage en abduction, un longeage en abduction ou bien une culotte d'abduction pendant 3 à 4 mois. La surveillance reste très courageuse, à condition que les parents soient assidus et qu'ils viennent régulièrement avec des échographies régulières, et si on arrive à surveiller. Mais le meilleur reste un traitement orthopédique pendant 3 ou 4 mois. En cas de hanche luxée, donc elle est à l'extérieur, mais réductible, on arrive à la réduire, eh bien le traitement va être le même, avec culotte ou harnais Pavlik, sauf que la durée sera plus longue. Au lieu de 2 à 3 mois, au lieu de 3 à 4 mois qu'on le voit ici, elle sera obligatoirement de 4 mois à temps plein, puis 2 à 3 mois de traitement nocturne pour corriger la dysplasie, parce qu'une tête qui va être à l'intérieur va creuser le côté. Donc en fait, ça va arriver jusqu'à 6 à 7 mois de traitement en cas de hanche luxée, réductible. En cas de hanche luxée irréductible, ça sera directement le traitement orthopédique en hospitalisation avec la traction qu'on avait vue, soit au zénith, soit dans l'axe en fonction de la marche de l'enfant. De 4 mois à l'âge de la marche, eh bien, en cas de subluxation, ça sera un traitement en abduction avec soit harnais de Pavlik ou attelle de petit. En cas de hanche luxée réductible, on mettra obligatoirement le harnais de Pavlik. Au-delà de l'âge de 4 mois, il ne faut pas mettre les culottes d'abduction, c'est peu utile. D'accord? Pendant une durée de 3 à 6 mois. En cas de hanche luxée irréductible, eh bien sûr, on va faire la traction qui sera suivie par des plâtres, par un plâtre pelvipédieux. Même après l'âge de la marche, on fera toujours un traitement par traction, toujours un traitement orthopédique. Ce n'est que en cas d'échec de traitement orthopédique qu'on partira à la chirurgie. Donc même après l'âge de la marche, traitement orthopédique. En revanche, une luxation bilatérale après l'âge de 6 mois, bilatérale, pourra être respectée en fonction de la tolérance fonctionnelle.
le traitement de la dysplasie. La dysplasie sera toujours suivie, toujours, par des radiographies régulières et par un calcul de l'angle acétabulaire alpha régulièrement nécessaire. Elle est nécessaire, elle est impérative. Euh, Si vers l'âge de 4 à 5 ans, hein, c'est des années, hein, vers l'âge de 4-5 ans, il persiste cette dysplasie, eh bien, il va falloir faire une ostéotomie du bassin parce que même si elle n'a pas luxé jusqu'à 4-5 ans, elle luxera à 10 ans, elle peut luxer, elle peut subluxer à 10 ans, elle peut subluxer à 2 ans. Donc, si vers l'âge, on fait un bilan à 4-5 ans, s'il y a une dysplasie qui persiste, eh bien, il faut faire une ostéotomie du bassin et couvrir la tête. Je finirai par dire que l'examen clinique est le fondement initial, primordial et obligatoire du dépistage et l'importance du dépistage précoce est capitale pour la prise en charge de la luxation congénitale de la hanche. Je vous remercie.